Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on cherche à savoir comment les informations sensorielles influencent votre équitation. Et pour ça, je reçois Agnès Olivier. Alors Agnès, tu es chercheuse en sciences du sport, responsable du plateau technique IFCE, équitation et performance sportive de Saumur. Et donc, je voudrais que tu nous définisses déjà ce que sont des informations sensorielles. Bonjour Laurent. Tout d'abord, Agnès. avant de commencer, j'aimerais juste préciser la définition de l'équitation, puisque si on regarde le dictionnaire Larousse, c'est l'art de monter à cheval. Derrière art, il y a beaucoup de choses. Et donc moi, avec mon œil de chercheuse plutôt dans les sciences du sport et plus particulièrement avec une approche sensorimotrice, donc je vais regarder un petit peu plus comment les informations sensorielles vont venir impacter effectivement l'équitation. Pourquoi ? Parce que l'équitation, c'est une discipline particulière, dans le sens où on va faire interagir un cheval avec un cavalier. Oui, c'est vraiment une spécificité de notre sport. Vous voyez tout de suite, dans votre imaginaire, le mythe du centaure, où on voit bien l'adaptation du cavalier au cheval. Ils ne font plus qu'un. Et comment et pourquoi ils ne font plus qu'un ? En fait, on voit que pour communiquer, les informations sensorielles, que sont la vision, l'audition, la proprioception, on peut encore aller sur le goût et d'autres sens, mais je ne les étudierai pas dans le cadre de notre échange. Mais ces informations sensorielles vont contribuer donc à ce qu'on peut peut-être nommer le mythe du centaure, à une meilleure interaction entre le cavalier et son cheval pour la performance au sens large. Alors le cheval, c'est un support instable, donc l'équilibre est au cœur de cette problématique, j'imagine. Tout à fait. L'équilibre est une notion fondamentale dans la performance du cavalier. On va dire que c'est le facteur numéro 1, en fait, à développer pour ne pas tomber, parce que sinon vous allez chuter. On voit bien chez les tout-petits, quand on les démarre à poney, vous les mettez au galop, vous allez bien voir que la force centrifuge va venir les faire tomber sur les tournants du pare-botte. Donc effectivement, toute cette activité tourne autour de la coordination entre le cavalier et le cheval. Donc derrière, on a les notions qui apparaissent d'équilibre et d'orientation posturale. Il y a différentes classifications dans les sports, non ? Autour de l'équilibre. Tout à fait. Quand on est entraîneur ou quand on est enseignant d'équitation, quand on fait une planification de l'entraînement, on fait très attention à la logique interne de l'activité. Et donc, on se dit quel facteur de la performance on va venir entraîner. Quand on parle en fait de l'équitation, ça a toujours été compliqué de le classer. On voit que l'athlétisme, ça peut être défini comme une activité fermée si on regarde les classifications autour de la pédagogie, puisque voilà, c'est toujours une répétition de mouvements dans un cadre très déterminé. Ceux qui travaillent en pédagogie parlent aussi d'activités ouvertes. Donc là, c'est plutôt l'escalade, où effectivement, c'est des voies qui changent tout le temps, donc il faut s'adapter. L'équitation, elle est un petit peu sur ce continuum entre les deux, entre semi-ouvert et fermé, puisque par exemple, en dressage, on est sur une discipline plutôt ce que j'appelle morphocinétique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va se représenter des figures dans l'espace, on va tracer des figures sur un carré de dressage bien référencé. Donc c'est tout la perception de son corps avec le cheval dans l'espace qui va être très important pour avoir des figures très précises. Alors qu'en saut d'obstacle, on est plutôt sur une activité qu'on peut appeler optocinétique. Pourquoi ? Puisqu'il va y avoir un enchaînement de foulées avant un saut. C'est pareil pour le saut en hauteur, le saut en longueur, le saut à la perche. Alors je crois qu'André Thomas, qui a fait une classification de nos sports, qualifie l'équitation de sport à équilibre de luxe. Effectivement, parmi l'ensemble des classifications en sport, c'est l'un des seuls qui a classé l'équitation dans une définition, comparé à d'autres activités sportives comme la gym, le funambulisme, le saut à la perche. Donc effectivement, il y a une notion d'équilibre vraiment prépondérante. Et donc moi, je retiens cette définition-là. Il y a aussi d'autres définitions, comme celle d'Hubert Ruppol, sur les sports informationnels. L'équitation pourrait être aussi dans cette catégorie-là, mais jamais il ne parle d'équitation.
D'autres parlent aussi de sport de glisse, mais pour moi, les sports de glisse, c'est plutôt une définition sur des aspects sociaux qui vont avec les activités sport de glisse qui sont développées dans les années 90. Alors Agnès, maintenant, je voudrais qu'on définisse le rôle de ces informations sensorielles, savoir comment elles interviennent dans cette relation homme-cheval que tu as évoquée, et donc qu'on les définisse de façon un petit peu théorique. Donc les informations sensorielles sont vraiment prépondérantes pour communiquer entre le cavalier et le cheval. Ça, c'est ce qu'on peut noter. On a bien vu qu'il y avait quelques classifications, comme l'équilibre de luxe d'André Thomas, qui nous permettaient de bien insister sur le fait que l'équilibre était une notion prépondérante. Et donc, pour bien s'équilibrer, eh bien, chaque information sensorielle va avoir son rôle, notamment dans la perception de la tâche, de l'environnement, du cheval, en vue de s'équilibrer et de bien interagir avec son cheval. Donc pour ça, on a différents systèmes sensoriels, on a le visuel notamment. Oui, il y a aussi la proprioception, le système vestibulaire, le système auditif et d'autres systèmes dont je ne vais pas rentrer dans le détail, comme le côté olfactif ou au niveau du goût. Des capteurs qui nous renseignent sur le goût. On ne va pas trop en parler ici puisqu'elles ne vont pas intervenir directement dans le système d'équilibration. Et donc ces systèmes vont permettre la perception. Tout à fait. Donc une bonne perception est renvoyée par l'ensemble de ces systèmes sensoriels. Plus votre perception va être fine de la tâche, du mouvement du cheval, de l'environnement, mieux vous allez interagir avec votre cheval. Donc, toutes ces informations sensorielles vont renseigner le système nerveux central sur la tâche qu'il a effectuée, sur la coordination qu'il a réalisée avec son cheval et sur l'environnement qu'il perçoit en vue de réaliser une action optimale, on va dire. Une action, ce qui va jouer sur la posture, l'équilibre et le mouvement. Tout à fait. Donc, il y a un élément fondamental qui va jouer sur l'équilibre et l'orientation du cavalier, c'est le contrôle postural. Tout à fait, c'est la définition du contrôle postural. Et donc, les informations sensorielles vont venir impacter l'équilibre et l'orientation. De nombreux auteurs dans la filière équine parlent de l'orientation précède l'action. Effectivement, vous allez vous orienter grâce au système visuel. Vous allez orienter votre regard vers la direction, vers la tâche à accomplir, et qui va enchaîner en fait tout un processus sur l'équilibration. Alors justement, tu parles du système visuel. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu son fonctionnement ? Oui, le système visuel a deux fonctions, une fonction motrice et une fonction cognitive. La fonction cognitive, c'est de prendre de l'information du type quelle est la couleur de l'obstacle, à quel endroit je vais préparer ma figure, dans un carré de dressage par exemple. Donc c'est des informations sur la connaissance de la tâche à réaliser. Par contre, la fonction motrice, elle est souvent moins bien connue. La fonction motrice du système visuel va être de stabiliser le regard et d'orienter effectivement les segments du corps en vue de préparer à une action. Et on parle aussi de vision focale et de vision périphérique. Alors, si on détaille encore plus, nous avons deux types de capteurs dans l'œil. Donc, les capteurs qui vont renseigner la vision focale. Donc, la vision focale, c'est quelques degrés, je veux dire 10 degrés maximum devant vous. C'est quand notamment on pointe le haut d'un obstacle, par exemple ? Par exemple. Et la vision périphérique, c'est effectivement un champ beaucoup plus large de 180 degrés. Après, ça dépend... Alors, j'allais dire faire un parallèle comme les chevaux, de la position de l'œil sur votre visage, enfin voilà, comment il est implanté. Il y en a qui ont des champs visuels plus ou moins... Oui, c'est variable d'un individu à l'autre. Exactement. Il y a le système vestibulaire qui va jouer également. Alors ça, c'est dans l'oreille interne ? Alors, le système vestibulaire ou oreille interne, on parle exactement de la même chose. C'est le système qui est juste après le pavillon auditif. Donc, vous avez le système auditif et juste derrière, vous avez comme deux canaux dans lesquels il y a des petits cils qui vont stimuler en fait le système nerveux central selon la position de la tête dans l'espace, mais surtout, il va nous renseigner sur les accélérations de la tête. Alors, on a vu que l'équilibre est fondamental, surtout pour un cavalier, dans ce sport qu'est l'équitation. Je reviens un petit peu à l'aspect visuel, enfin surtout au mouvement oculaire. Ils interviennent dans la stabilisation du cavalier ? Oui, il existe plusieurs réflexes en lien avec le système visuel. Plus particulièrement, celui qui m'intéresse, c'est le système vestibulo-oculaire qui relie les mouvements de l'œil au système vestibulaire qu'on vient de définir, qui permet effectivement de stabiliser la tête dans l'espace en vue d'avoir une meilleure perception, une meilleure prise d'information et du coup, meilleure intégration des informations sur
la commande motrice à effectuer pour une tâche, à renvoyer sur le cheval. Et la stabilisation de la tête est fondamentale. On y reviendra peut-être un peu tout à l'heure. Alors, un autre système qui intervient également, peut-être un peu moins connu, c'est le système proprioceptif. De quoi s'agit-il ? Le système proprioceptif, que l'on nomme aussi le système somesthésique, au sens large, permet d'englober l'ensemble des autres systèmes, comme les capteurs que vous avez au niveau des tendons. Vous avez des petits capteurs qui vous permettent de savoir si votre genou il est fléchi ou étendu. Donc vous avez donc des capteurs qui sont aussi intégrés dans les muscles, qui se permettent de savoir si votre fibre elle est contractée ou décontractée. Vous avez les capteurs au niveau de la peau, que ça soit en surface mais aussi à l'intérieur, donc tout ce qui est tactile. Donc vous voyez que l'être humain il a énormément de capteurs et donc il faut faire des tris à un moment donné par rapport à une tâche. Et on se rend compte qu'avec le niveau de pratique, le poids des informations sensorielles, le poids de ces informations sensorielles va vraiment varier dans la prise de décision, dans la perception et l'action. Tout ça va faire une globalité finalement, donc tous ces systèmes vont venir se conforter les uns les autres pour intervenir à la fois dans l'équilibre et dans la posture du cavalier. Tous ces systèmes sensoriels, comme tu le dis très bien, donc sont très importants les uns par rapport aux autres. Et cette hiérarchisation va évoluer dans notre système nerveux central, dans notre cerveau. Donc on va partir de quand on est plus petit, avec une prépondérance des informations plutôt visuelles. Ils vont se raccrocher. On voit les débutants, par exemple, à cheval, qui vont venir plutôt se rassembler en grappe. Ils vont regarder leurs mains, ils vont recentrer sur eux-mêmes, donc ils vont verrouiller certaines articulations. Parce qu'ils sont plus sur la modalité visuelle. C'est souvent celle qui est prépondérante. C'est celle qui domine chez les débutants. Ouais. Et puis avec l'apprentissage, il va falloir inhiber ce réflexe-là, il va falloir le chanter parce qu'en fait, on va lui dire au cerveau qu'en fait, en étant que visuel, on n'est pas bon. Il va falloir donc inhiber le système visuel pour venir donner plus de confiance, plus de poids aux autres systèmes, notamment le système vestibulaire et tous les capteurs proprioceptifs, puisqu'on voit bien qu'à cheval, vous êtes en califourchon, une posture assise. Vous avez le contact des fesses dans la selle, l'interface des jambes, les appuis dans les étriers, les rênes en contact tactile avec les mains. Donc vous voyez que c'est une pratique très sensorielle. Et est-ce qu'on peut dire à ce moment-là qu'on peut distinguer les novices et les experts sur cette stratégie par rapport à ces degrés de liberté dans l'espace, c'est ça ? Si on rentre un peu plus dans le détail, on peut voir que, et ce n'est pas qu'en équitation, c'est aussi dans d'autres disciplines sportives, qu'avec l'apprentissage, il y a le poids, comme je viens de le dire, des informations sensorielles qui va évoluer, et par conséquent, au niveau de l'action motrice, il va y avoir une libération, ce qu'on appelle des degrés de liberté. C'est ça, un terme barbare pour dire le nombre d'articulations, vous avez plusieurs axes de mouvement. Donc, plus on va être expert, plus on va libérer ces degrés de liberté, ces articulations, pour être beaucoup plus flexible, beaucoup plus adaptable à la tâche ou au support qui va être instable. C'est le cas chez les skieurs, où on voit les jeunes skieurs, ils sont aussi en bloc, ou les bras écartés, ça va de partout. Et puis, vous voyez un skieur expert, la tête est stable, vous voyez qu'il godille droite-gauche, la tête ne bouge pas et lui s'adapte à tous les mouvements. Et on a atteint une forme de coordination dans le mouvement et dans la posture. Tout à fait. Et donc, je fais ce parallèle avec le skieur. Mais dans bien d'autres tâches aussi, c'est remarquable. Alors, je voudrais maintenant qu'on a défini de façon un petit peu théorique ce que c'était ces informations sensorielles et tous ces systèmes proprioceptifs. Je voudrais qu'on parle maintenant des études qui sont menées dans l'équitation, dans notre sport, justement autour de tout ça, pour pouvoir progresser. Je crois que tu as fait beaucoup de travaux dans ce domaine. Est-ce que tu peux nous présenter un résumé de ces travaux ? Peu d'études dans la filière équine se sont orientées sur le poids des informations sensorielles dans la performance. Or, avec tout ce qu'on vient de dire là, on voit bien que c'est très important si on fait un parallèle même vers le mythe du centaure. Toutefois, il y a eu quelques études dans ce domaine, notamment celle de Michel Laurent, qui a travaillé sur le rôle de la vision dans la perception des foulées à l'abord d'un saut. Donc, il a réduit ce fameux champ périphérique, qui est si important pour se stabiliser, avec des lunettes. Donc, il a réduit donc le champ périphérique pour n'avoir que le champ de la vision focale, donc que la fovea. Et donc, il a bien vu dans ses résultats qu'en perturbant le champ visuel du cavalier expert, il n'y avait aucune modification de sa gestion de la foulée à l'abord de l'obstacle. Ce qui m'a du coup intéressée, puisque je me suis dit, par rapport à d'autres sports où la vision périphérique est vraiment prépondérante pour les informations de flux et de mouvement pour se stabiliser, en équitation, j'étais un petit peu surprise de voir que ces travaux montraient que la vision périphérique avait peu d'impact dans la stabilisation de la tête de l'athlète
avant le saut. Alors toi, dans tes travaux, je crois que tu as travaillé en particulier sur le contrôle postural. D'ailleurs, je rappelle qu'on a déjà fait un podcast sur ce sujet. Tu avais fait une étude sur ce rôle des informations visuelles et proprioceptives dans le contrôle de la posture du cavalier. À travers cette étude, on a pu montrer que les cavaliers professionnels étaient plus sensibles aux informations proprioceptives, ce qui leur permettait de stabiliser leur tête et d'avoir une meilleure coordination avec leur monture. Alors que les cavaliers moins experts, sur cette étude, c'était des niveaux Gallo 5, étaient plus sensibles aux informations visuelles. En tout cas, ils donnaient plus de poids sur ces informations visuelles, ce qui fait que quand on perturbe ces informations, ils étaient beaucoup plus déstabilisés. Et notamment, ça s'est révélé au niveau du segment de la tête, dans lequel, cette tête, il y a beaucoup d'informations, dont ce fameux réflexe vestibulo-oculaire prépondérant dans la stabilité et la coordination posturale. Alors, je crois que tu as fait une autre étude sur la stratégie du mouvement oculaire, c'est ça ? Une de mes premières études a été d'étudier ces fameux mouvements oculaires, puisque je demandais donc aux entraîneurs qu'est-ce qu'un bon cavalier. Et tout le monde me répondait, c'est, en tout cas dans la discipline du saut d'obstacle, c'était de voir s'effouler. Donc, par rapport aux études qui avaient été menées dans la littérature, j'ai travaillé sur les fameux mouvements oculaires, qui peuvent se classer en fait en 3 grandes catégories. Vous avez les stratégies dites de poursuite que l'on retrouve dans les activités comme le tennis de table. Donc l'expert va prendre des informations à des points stratégiques sur la trajectoire de la balle. Une autre stratégie, c'est la stratégie du pivot visuel, surtout référencée dans les sports collectifs, où l'on voit que les athlètes vont focaliser leur regard sur le bassin en vue d'anticiper la trajectoire du ballon. Et puis, celle qui se rapprocherait, c'était mon hypothèse, de la perception donc du cavalier en saut d'obstacle, c'est la stratégie dite du quat-eyes, dite œil tranquille, où l'œil va se fixer longuement sur un point précis en vue de se coordonner. Donc tu as parlé de la foulée tout à l'heure. On rappelle que la problématique ici, c'est pour le cavalier d'estimer la distance par rapport à l'obstacle pour arriver sur un bon abord. Et quels ont été les résultats de cette étude alors ? Alors les résultats ont montré donc une longue fixation visuelle sur le sommet de l'obstacle dans les 5 foulées avant le saut, par rapport à des moins experts qui, eux, montraient une longue fixation tout de même, mais de moindre importance. Stratégie qu'on retrouve en fait dans d'autres disciplines sportives où il y a un shoot ou une frappe avec une visée, comme le golf, comme au basketball, ou s'il n'y a pas cette stratégie de quat-eyes, de longue perception, de longue vision, de longue fixation visuelle. C'est quoi ? C'est quelques secondes ? Alors à peine quelques là, secondes ? c'est quelques millisecondes. D'accord. C'est-à-dire pour le shoot au basket, on est sur 1 seconde point. Alors la moyenne c'est 1 seconde point 8, mais au golf on est à peu près dans cet ordre-là pour l'expert. C'est si cette longue fixation visuelle n'est pas opérée, le shoot est perdu. En gros, et ça a été révélé. En équitation, on est de l'ordre sur des très très longues fixations. On est de l'ordre de 3 secondes. Ah oui, c'est long. Donc c'est très long. Donc c'est vraiment le lien de fixer le regard sur un point précis en vue de stabiliser sa tête pour qu'on puisse bien préparer le mouvement et se stabiliser à un saut qui est déstabilisateur. Donc ces résultats nous amènent à mieux comprendre pourquoi les enseignants d'équitation nous disent « regardez loin ». Regarder loin, ça va pas être pour prendre l'information du type il y a un arbre là-bas, mais plutôt pour se stabiliser, pour stabiliser la tête en vue d'anticiper la déstabilisation créée par l'obstacle. Une autre illustration, quand vous voulez faire un tournant serré, il suffit d'orienter le regard et vous voyez bien que tous les segments corporels se mettent en action et le cheval tourne tout de suite beaucoup plus court que si votre regard n'est pas en cohérence avec le mouvement du cheval. C'est ce qu'on voit souvent dans le sport de haut niveau, en équitation. On voit ces cavaliers qui ont ces mouvements de tête très marqués et très anticipés. Il y a donc une autre étude que tu as réalisée, mais là cette fois-ci plutôt sur le stimuli audio. Et je suis plutôt sur la partie dressage. Est-ce que tu peux nous en parler ? Concernant la discipline du dressage, je n'ai pas travaillé sur les mouvements oculaires. Effectivement, parce que dans cette discipline, j'avais cette hypothèse de me dire on était plus sur les infos proprioceptives, voire type audio pour coordonner. Puisque dans la littérature, on se rend compte qu'un stimuli audio va activer une meilleure coordination. Ça a été fait dans la marche. Quand on marche à côté de quelqu'un et qu'on met un feedback audio en rythme avec l'une des personnes, il y a une meilleure synchronisation du mouvement de l'un à côté de l'autre. Donc ces travaux-là, ajoutés à nos experts comme Xavier Delalande, qui a développé la méthode équitation par le rythme, m'ont amené donc à m'orienter en dressage sur le rôle du stimuli audio.
Encore plus puisque l'équitation est une activité rythmique. On a 3 grands rythmes, on peut appeler 3 danses, ça soit le pas, le trot Absolument, ouais. et le galop. Et donc, cette activité dite rythmique, je me suis dit que pour les dresseurs, c'était peut-être cette entrée-là qui allait favoriser l'interaction cavalier-cheval. Donc, on a travaillé sur des stimuli uniquement sans son, comme le métronome, avec un rythme défini avec le cheval. On a aussi perturbé ce signal-là. On a fait la même chose avec une musique. Et on s'est rendu compte que avec la musique, en rythme, il y avait une amélioration de la stabilité de la main, notamment, du cavalier professionnel dans sa performance. Ce résultat sur la main m'a ouvert encore d'autres interprétations de la performance en équitation, puisque j'étais dans un premier temps très focalisée sur la stabilité de la tête pour mieux percevoir, mieux se coordonner. Et on se rend compte que la stabilité de la main est vraiment une signature de l'expertise sportive, un peu comme on a dit tout à l'heure, le skieur. Et donc, ça va encore plus avec ce qu'on lit sur le terrain, avec nos entraîneurs, puisque la relation main-bouche, elle est vraiment fondamentale dans l'équilibration du cavalier-cheval. C'est par rapport à la main que le cavalier sait si son cheval il a une bonne attitude. S'il a une bonne attitude, c'est qu'il est dans le bon équilibre. Alors justement, Agnès, je voudrais maintenant qu'on arrive un petit peu à des conseils, enfin des applications de tout ça qu'on pourrait mettre en pratique sur le terrain. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller donc à nos cavaliers qui nous écoutent pour améliorer leur équitation à partir de ces informations sensorielles? À partir de toutes ces études, on a pu réaliser une étude aussi sur le rôle de la préparation physique dans la performance du cavalier. Et donc, on est allé sur une préparation physique très spécifique en allant vers la stimulation de capteurs proprioceptifs. Donc, je l'ai appelé un entraînement dit proprioceptif qui me paraissait bien correspondre au cavalier, puisque depuis des années, la préparation physique est souvent axée sur des aspects plutôt physiologiques, plutôt cardio. Et donc, ça fait une petite dizaine d'années qu'on voit apparaître des nouvelles méthodes d'entraînement, ou en tout cas, les entraîneurs viennent se focaliser un petit peu plus sur l'entraînement des muscles profonds, les muscles qui tiennent votre squelette, les muscles qu'on appelle posturaux. Et donc, ce travail proprioceptif va venir donc solliciter donc les muscles profonds qui vont venir vous stabiliser votre squelette. C'est quoi? C'est des séances de stretching, des choses comme ça? C'est proche de ce que l'on peut faire en yoga, mais c'est ce que vous pouvez faire de la micro-stimulation avec des Swiss balls ou avec des micro-déstabilisations au niveau des pieds. Ça va être, toutes les pratiques autour du yoga, du pilate, qui vont venir travailler les muscles profonds et l'équilibration. Et on va travailler aussi sur la posture à pied? Tu as des exercices à conseiller là-dessus? Oui, alors dans cette étude, on a fait beaucoup de mouvements donc à pied, de stabilisation, de gainage. On a utilisé la méthode qu'on appelle core training, donc c'est vraiment stabilisation des muscles abdominaux et dorsaux. C'est vraiment la base, c'est sur un plan fondamental. Après, on a été un peu crescendo, on a fait un petit peu plus de travail en force, un peu plus de travail en pliométrie avec plus de mouvements. Donc tous ces entraînements nous ont amené à montrer qu'on pouvait en fait faire passer de cavaliers qui étaient plutôt visuels, avaient un poids des informations visuelles dans leur équilibre, à la proprioception. Donc ça, c'était assez nouveau dans ce résultat. Ça veut dire qu'on peut entraîner les sens. Alors ça, j'étais un petit peu surprise parce que je me suis dit, on est avec ce potentiel-là, on est soit visuel, soit plutôt proprioceptif. Et avec cette étude sur l'entraînement spécifique en proprioception, on a vu qu'on pouvait un petit peu quand même changer son profil sensorimoteur, je vais l'appeler comme ça, où des gens qui étaient très très visuels ont été amenés à plus de ressenti pour mieux s'équilibrer. Et donc, on a envie de développer plus d'entraînement dans ce sens. Alors là, c'est la partie entraînement à pied que tu viens d'évoquer, mais il y a aussi toute la partie entraînement à cheval. Quels conseils on peut donner ? Eh bien, la fameuse mise en selle qui était partie un petit peu de certains centres équestres permettrait, en tout cas, d'améliorer donc son assiette, son équilibre. Effectivement, continuer à travailler donc sans les étriers, continuer ce travail de mise en selle est vraiment très important. À ça, si nous avons les moyens, on peut adjoindre l'utilisation de simulateurs qui permet de limiter ces heures de mise en selle toujours un peu fastidieuses et contraignantes pour le cheval. Donc, le simulateur équestre peut être une solution d'entraînement, de préparation physique du cavalier.
Comme un danseur, l'apport du simulateur permet à l'entraîneur d'être à côté de son athlète et de lui faire ressentir l'orientation et la position de ses segments dans la selle. Souvent, ils ont du mal entre antéversion, rétroversion du bassin. Souvent, on ne ressent pas toujours qu'on est trop incliné en avant ou en arrière. Le fait d'être à côté de l'athlète avec le simulateur permet d'avoir ce fameux feedback. On peut appeler un peu un biofeedback, puisque c'est la main de l'entraîneur qui va se positionner sur les différents segments du corps pour dire au cavalier de mieux s'orienter, etc. Oui, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire sur un cheval. Oui, il y a d'autres méthodes, comme la méthode Alexander. Alors, c'est plutôt une méthode à pied qui permet de travailler aussi tout ça. J'en ai pas vu beaucoup de développés en France, notamment sur les informations sensorielles. Certains entraîneurs, j'ai pu voir ça dans le sud-est de la France, utiliser des lunettes opaques pour travailler à cheval. Et il y a eu des résultats très intéressants sur la stabilité et la performance du cavalier. Donc, ça permet notamment, quand on ferme les yeux, de stimuler la proprioception. Et donc, là, on est vraiment sur une activité développant ce fameux système sensoriel important pour être bon à cheval, on va dire. Alors là, c'est un peu un entraînement visuel. On fait aussi de l'entraînement audio. Oui, le lien entre le stimuli audio et l'équilibration a été vraiment vu dans la littérature scientifique. Le fait de s'entraîner avec une musique en rythme, et ça, on le fait intuitivement à cheval, en fait. Quand vous voyez les grands cavaliers qui travaillent le piafé, il y a des feedbacks audio tout le temps. On est tout le temps en train de stimuler avec la bouche, des petits bruits, etc. Donc, c'est une entrée sensorielle qui est vraiment intéressante d'utiliser pour améliorer sa coordination avec le cheval, son interaction avec son cheval, tout à fait. Et ça rejoindrait les méthodes utilisées par Xavier Delalande, qui sont vraiment très appropriées pour lui, pour le saut d'obstacle, mais qui pour moi pourraient aussi avoir un grand avantage pour le dressage, comme on l'a pu voir suite aux résultats de notre étude. Alors Agnès, on arrive là maintenant à la fin de notre entretien. Si on veut se résumer, donc on se rend compte qu'en fait tous ces sens peuvent être entraînés pour le cavalier. Oui, on peut utiliser des méthodes stimulant les informations sensorielles pour améliorer, moi je parle d'accélérateur d'apprentissage, de la coordination du cavalier avec son cheval, tout à fait. Aujourd'hui, ces méthodes sont quand même encore peu développées. J'amènerai les entraîneurs, les préparateurs physiques donc à s'intéresser à ce type de méthode. C'est pas toujours facile effectivement d'amener un métronome, préparer sa séance avant avec des lunettes occultantes. Ça demande un peu de préparation. On dispose d'outils quand même aujourd'hui pour ça. Voilà. Aujourd'hui, on dispose quand même d'outils maintenant avec les smartphones. Il y avait une start-up à l'époque, Orscom, qui avait développé un casque audio, donc qui avait vu aussi des très bons résultats. Et donc, j'incite en fait l'ensemble des encadrants donc à s'orienter vers ces nouvelles méthodes d'entraînement. Et aussi à rajouter tout ce qu'on appelle les entraînements cognitifs. C'est quelque chose qu'on est en train de développer aujourd'hui sur le site de Saumur, sur un projet qui s'appelle EPIC, entraînement perceptif pour l'optimisation des interactions cavalier-cheval en saut d'obstacle. Donc on va venir à une préparation physique un peu classique avec beaucoup de proprioception, rajouter un entraînement cognitif. Qu'est-ce que ça va être un entraînement cognitif ? Ça va être tout simplement travailler une situation d'équilibre avec Swiss ball au niveau des pieds ou petite planche d'instabilité, tout en comptant, tout en allant faire une action à droite, à gauche, donc en ayant une tâche aussi qui sollicite la cognition, donc la prise d'information. On aimerait bien aussi l'adjoindre au simulateur, c'est-à-dire quand on se rapproche plus de la posture en pratique donc à cheval, le simulateur peut être un très bon outil. Rajouter des tâches de comptage, des pointages, et on espère pouvoir innover dans cette méthode d'entraînement plus spécifique au cavalier. Parce qu'aujourd'hui, on a des neurotrackers, on a des entraînements qui s'appellent le Train Your Brain ou le A-Motion. On a pas mal d'outils qui se développent aujourd'hui, mais qui sont pas propres au cavalier. Donc, je pense qu'on pourrait, à l'issue de ce projet, ou même en parallèle, travailler sur cette méthode d'entraînement à la fois sur l'équilibration, avec un petit plus sur la proprioception. De toute façon, ça va avec. Et adjoindre à ça du cognitif, puisque le cavalier est sans arrêt en train de prendre des informations, que ça soit dans la nature, pour sauter, ou en dressage, sur des lettres de manège, etc. Oui, donc de belles perspectives de développement dans les méthodes d'entraînement du cavalier et de la relation homme-cheval. Merci Agnès. Merci à toi Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast, où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr.
Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipédia Sciences et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.